Pour l'Union soviétique, la guerre débute en juin 1941 par une attaque surprise d'Hitler. En quelques mois, l'ennemi est aux portes de Moscou et Staline ordonne la mobilisation en masse de la population. Les régiments presque désarmés qui défilent sur la place rouge partent directement pour le front. Elena a tout juste 22 ans et déjà un enfant de 2 ans. Mais l'armée rouge a besoin d'interprètes. Et Elena, qui parle allemand, s'engage. 4 ans plus tard, elle fait partie du premier détachement soviétique qui entre à Berlin, chargé de la capture des chefs nazis. Personne ne sait où est Hitler. On le dit mort ou mourant, victime d'une hémorragie cérébrale. Ou alors ce sont ses officiers qui l'auraient exécuté, à moins qu'il n'ait mis fin lui-même à ses jours. Mais selon les reporters de la radio soviétique, dans le sillage de l'armée rouge à Berlin, Hitler au contraire est bien vivant et à l'abri, au Tyrol. C'est un sosie qui combattrait à sa place dans les rues de la capitale, surveillé par les hommes de la propagande nazie, qui attendent le moment où il tombera pour le photographier et tromper les Alliés. Une dernière rumeur affirme que Hitler se cache dans les ruines du Reichstag. C'est un moment historique, la prise du Parlement nazi. Et Elena n'a rien oublié. C'est notre division qui a mené l'attaque sur le Reichstag. C'était une chance et un grand honneur pour nous. Ils ont attaqué le Reichstag en pensant qu'Hitler s'y cachait. Mais en réalité, personne ne savait où il était. Hitler n'était pas au Reichstag, comme le pensait le commandement soviétique. L'avant-garde de l'armée rouge se dirige alors vers la chancellerie, le cœur du pouvoir nazi. C'était angoissant d'imaginer que Hitler puisse être encore là. On était très tendus. Où est Hitler? Vivant ou mort? La radio allemande vient d'annoncer la mort du Führer, tombé dans son combat héroïque face au bolchevisme. Et dans la nuit, le chef de l'état-major allemand, le général Krebs, se déplace jusqu'au quartier général soviétique. Il veut entamer des discussions de paix et informe son interlocuteur, le maréchal Zhukov, de la mort d'Hitler. Dans ses mémoires, Zhukov se souvient d'avoir immédiatement fait réveiller Staline à Moscou. Il a eu ce qu'il cherchait, ce salopard. Où se trouve le cadavre? Demande Staline. Selon le général allemand, le cadavre a été brûlé, répond Zhukov. Dommage qu'on n'ait pas pu le prendre vivant, conclut le maître du Kremlin. Alors que l'on continue à mourir dans les rues du centre de Berlin, le petit groupe des éclaireurs avec Elena, l'interprète, parvient jusqu'au jardin de la chancellerie. Juste au-dessus du bunker dans lequel Hitler s'est peut-être réfugié depuis plusieurs mois. Il découvre un paysage chaotique. Une terre labourée par les obus et des cadavres partout. Rapidement, ils reconnaissent un premier corps. Joseph Goebbels. Puis sa femme, Magda, et leurs 6 enfants. Le corps de Goebbels était brûlé, mais reconnaissable. On l'a transporté dans la rue devant la chancellerie pour l'exposer. Montrer le ministre de la propagande à un proche d'Hitler, en l'absence d'Hitler lui-même, c'était déjà un symbole de la chute du Troisième Reich. Le cadavre de Hitler n'a pas encore été retrouvé, mais dès le lendemain, la nouvelle de sa mort fait les gros titres en première page des journaux du monde entier. Sauf en Union soviétique. La Pravda, l'organe officiel du Parti communiste,
La Voix du Kremlin, écrit que l'annonce de la mort d'Hitler est une ruse destinée à faciliter la fuite du chef nazi. Du coup, à Paris aussi, l'humanité doute et s'interroge. Dans le jardin de la Chancellerie, les recherches continuent. Partout, des gravats, des cratères d'obus, des corps entassés. Soudain, on croit reconnaître la moustache du monstre sur l'un des cadavres. Aussitôt, c'est l'enthousiasme et la confusion. On fait venir des gens du bunker et il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas Hitler. La moustache ne suffit pas à faire le dictateur, mais la légende du sosie est née. Sur ordre du commandement soviétique, c'est l'ensemble de l'armée rouge d'occupation qui recherche Hitler. Mais la véritable enquête est secrète et réduite à 3 personnes seulement. Le major Gorbouchine, le commandant Bistrov et Elena, l'indispensable interprète sans qui aucun interrogatoire de prisonniers allemands n'est possible. Les 2 officiers font partie du Smerch, une unité des services secrets militaires qui ne rend compte qu'à Staline. Le Smerch est une unité spéciale de renseignement, placée sous l'autorité directe de Staline, avec à sa tête Viktor Abakoumov, qui est considéré à cette époque comme un des protégés de Staline et qui est chargé des opérations les plus secrètes. Il espionne les généraux, il écoute toutes les conversations, bref, il ne s'occupe pas seulement des espions qui pourraient tenter d'infiltrer l'armée rouge, mais aussi des traîtres à l'intérieur même de l'armée. Abakoumov surveille tout le monde. Staline ne lui confie que les missions les plus secrètes et les plus délicates, si on peut appeler ça comme ça. C'est le Smerch qui mène l'enquête sur la mort d'Hitler. Cela montre l'intérêt de Staline pour cette affaire et aussi la discrétion absolue qui doit entourer les investigations. Les rapports ultra-secrets de l'unité spéciale ne sont lus que par 3 personnes. Staline, bien sûr, Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et Beria, le sinistre chef du NKVD, l'ancêtre du KGB. Dans l'atmosphère étouffante du bunker, Elena trie les papiers sur le bureau d'Hitler et interroge les premiers prisonniers. Le 4 mai, j'ai interrogé un petit bonhomme, le chauffagiste du bunker. C'est lui qui s'occupait de la ventilation dans les pièces habitées par Hitler. Il a vu comment les corps sans vie d'Hitler et d'Eva Braun ont été transportés en dehors du bunker. À la suite des premières déclarations de leurs prisonniers, les enquêteurs ont la conviction que Hitler est resté terré dans son bunker, jusqu'à la fin. Et de forts soupçons qu'il se soit suicidé juste avant l'arrivée des premiers soldats soviétiques. Ils savent aussi que toute l'essence, stockée dans le garage de la Chancellerie, a été réquisitionnée dans l'après-midi du 30 avril. Hitler a-t-il disparu sans laisser de traces, en ordonnant que son corps soit entièrement brûlé après sa mort? Y a-t-il encore des restes à trouver? Et où les chercher? Les corps d'Hitler et d'Eva Braun ont été découverts absolument par hasard. Dans le jardin de la Chancellerie, un soldat a vu le bout d'une botte en bon état qui dépassait d'un trou recouvert de terre. Il a décidé de la prendre et il a trouvé 2 corps. À ce moment-là, ils ne savent pas si c'est vraiment Hitler. Contrairement au corps de Goebbels, qui était reconnaissable parce que l'essence avait dû être économisée, ces restes-là étaient vraiment calcinés. Procès-verbal de la découverte de 2 corps. 5 mai 1945. À proximité du bunker d'Hitler, nous avons découvert et exhumé 2 corps brûlés. Impossible à identifier. La famille Goebbels, plusieurs officiers et des restes encore inconnus. Le Smerch possède désormais une dizaine de dépouilles, plus ou moins carbonisées. Le vice-amiral Voss a avoué être l'un des derniers à avoir vu Goebbels et Hitler vivants. Reconnaître Goebbels ne pose pas de problème, mais le corps supposé d'Hitler
est trop abîmée pour pouvoir être identifiée visuellement, même par un membre du premier cercle. À l'issue de l'autopsie, les doutes subsistent. Les résultats sont compatibles avec ce que l'on sait d'Hitler, sa taille, son poids, mais les médecins ne peuvent affirmer avec certitude que ces restes calcinés sont bien tout ce qui reste du monstre. Il n'y a plus qu'un espoir pour l'identifier. Les dents. Les 2 mâchoires étaient bien conservées. 15 dents en bas. Le 8 mai, mon chef, le major Gorbouchine, me demande de venir le voir. Il me tend une boîte de couleur bordeaux et me dit « Ce sont les dents d'Hitler. Tu en es responsable. » C'est le jour de la victoire. La fin d'une guerre qui a fait des dizaines de millions de victimes. Dans les ruines de Berlin, Elena, la petite interprète soviétique de 25 ans, s'interdit de trinquer et de participer à la liesse générale. Elle est la gardienne secrète d'une petite boîte, doublée de satin rouge, qui contient peut-être tout ce qui reste du dictateur dément qui a entraîné le monde dans la catastrophe. Dans la banlieue de Berlin, au milieu de la nuit, sous la présidence du maréchal Zhukov, les Alliés face au maréchal Keitel signent l'acte de capitulation de l'Allemagne. Cette fois, la guerre est bien finie. Dès le matin, Elena et ses officiers sont partis à la recherche de celui qui saura à coup sûr le nom du propriétaire des dents, le dentiste d'Hitler. Les enquêteurs ne savent rien de lui, ni son nom, ni son adresse, et encore moins s'il est encore en vie et à Berlin. Après une journée d'errance et de fausses pistes, ils obtiennent enfin un nom et en même temps l'information que le dentiste a fui la ville il y a une quinzaine de jours. Mais ils apprennent aussi que son assistante, elle, est restée à Berlin, dans l'espoir du retour de son mari soldat. Quelques heures plus tard, Elena fait la connaissance de Käthe Osermann, une jeune femme souriante et amicale qui, depuis presque 10 ans, a été présente à chacune des visites d'Hitler chez son dentiste. La dentition du Führer ne devrait avoir aucun secret pour elle. Elle est devenue le témoin principal. Parce que des dents, cela ne sert à rien si on ne trouve pas aussi la personne qui peut les reconnaître. Interrogatoire de Käthe Osermann. Le témoin déclare « Je reconnais parfaitement les dents en or et le dentier qui me sont présentés. Ils appartiennent au chancelier Hitler. » Le témoin fait la même déclaration pour Eva Braun. Ce témoignage est la déposition la plus importante. Il permet de prouver que ces dents appartiennent vraiment à Hitler. On lui avait demandé de faire un schéma de la dentition d'Hitler, mais sans lui montrer les dents qu'on avait trouvées. Käthe a participé à toutes les séances de soins du Führer, et elle n'a rien oublié de la dentition catastrophique d'Hitler. Son dessin correspond exactement à la mâchoire trouvée par les Soviétiques. Il n'y a plus aucun doute possible. Le corps calciné découvert dans un trou du jardin de la Chancellerie est tout ce qui reste du plus grand criminel du XXe siècle. Le 11 mai, ils l'ont raccompagnée chez elle, avec de grands remerciements et beaucoup de boîtes de conserve. Ils savent qu'ils ont réussi à identifier Hitler. Alors pour remercier Käthe Osermann, ils lui donnent de la nourriture. Mais pour eux-mêmes, ils espéraient recevoir des médailles.
Hitler est bien mort. Mais Staline est-il au courant? Pour le commandement soviétique à Berlin, c'est très clair. Hitler est mort. Et Staline en est immédiatement informé. Ne pas faire un rapport précis à Staline sur un tel sujet, c'est totalement impossible, absolument exclu. Parce que Hitler est un symbole qui est porteur d'une signification politique très forte, comme la prise du Reichstag et la conquête de Berlin. C'est une évidence. Staline est immédiatement informé de la découverte des restes, puis de leur identification. Il sait qu'il n'y a aucun doute. Hitler est mort. Staline bouge rarement du Kremlin, mais il a des yeux et des oreilles partout. Chaque jour, les documents relatifs à la mort et à l'identification d'Hitler s'accumulent sur son bureau, de plus en plus précis, de plus en plus affirmatifs. Et à la suite du témoignage de Kate Oserman, on ne suppose plus. On sait. Hitler est mort et Staline est informé. Pourtant, quelques jours plus tard, un général dont l'identité est restée secrète arrive à Berlin pour tout vérifier. Le général reprend tous les interrogatoires et pour la première fois, Elena, en tant qu'interprète, est prévenue qu'elle sera considérée comme responsable en cas de traduction erronée. Tout le monde est averti et menacé. Pour les besoins de la nouvelle enquête, le SMERSH vient rechercher Kate Oserman et lui ordonne de préparer une valise pour une absence d'une semaine environ. Procès verbal de l'interrogatoire complémentaire de Kate Oserman. Il est écrit qu'il débute à 1h15 et se termine à 6h du matin. Les questions se répètent sans arrêt, toujours les mêmes. On lui fait dire et redire ce qu'elle sait des dents d'Hitler. Et après qu'elle a tout expliqué, on lui repose la même question. Donc, vous continuez à affirmer que les dents et le dentier qui vous sont présentés appartiennent à Hitler. Oui, je confirme. Le document ne fait que 5 pages, mais on sait que l'interrogatoire a duré 5 heures. Donc on peut imaginer combien de fois on l'a forcé à répéter les mêmes réponses. Le général, sans nom, ne signe aucun procès verbal. Et à l'issue de la deuxième enquête, qui confirme intégralement la première, il repart aussi mystérieusement qu'il est venu. Les enquêteurs ont la certitude de la mort d'Hitler, grâce à l'identification formelle de ses dents par Kate Oserman. Mais cette information n'a toujours pas été rendue publique. Et le commandement soviétique de Berlin maintient officiellement l'ordre de rechercher Hitler, mort ou vif. Une décoration est même promise à celui qui réussira à le capturer. Pourtant, bien que l'enquête du SMERSH ait été conduite dans le plus grand secret, des rumeurs circulent à l'extérieur de la zone soviétique et la presse internationale s'en fait l'écho. Les Russes auraient retrouvé et identifié la dépouille du chef nazi. Même l'humanité s'interroge, dans l'attente de l'indispensable confirmation soviétique. L'acte suivant se joue au Kremlin. Harry Hopkins est un conseiller du président américain Truman et il vient fin mai 1945 à Moscou pour une série d'entretiens avec Staline afin de préparer la première conférence de l'après-guerre entre les trois grands. Quand Hopkins demande à Staline « Où est Hitler ?», celui-ci répond qu'il croit qu'Hitler est vivant, qu'il a réussi à s'échapper et qu'il est peut-être parti dans un sous-marin se réfugier au Japon. C'est la première affirmation du mensonge sur la mort d'Hitler, prononcée par Staline en personne et retranscrit noir sur blanc dans le mémorandum secret qui part le soir même pour Washington. Dix jours plus tard, à Berlin, le maréchal Zhukov organise une conférence de presse pour les correspondants étrangers. Ceux-ci s'attendent à ce que les rumeurs de la découverte et de l'identification des restes d'Hitler soient confirmées. Mais à la surprise des journalistes, Zhukov affirme au contraire qu'aucune trace d'Hitler n'a pu être trouvée.
que celui-ci est donc certainement vivant, qu'il a réussi à s'enfuir par avion et qu'il s'est réfugié en Espagne ou en Argentine. La déclaration de Zhukov s'explique par le fait qu'il applique à la lettre toutes les consignes de Staline. Comme celui-ci ne lui a pas donné l'ordre de dire la vérité, les corps ont été retrouvés et identifiés, alors il ment. Pourquoi Staline ne dit rien aux Alliés? La réponse n'est pas simple et elle est plutôt d'ordre psychologique. Savoir quelque chose que les autres ne savent pas, c'est toujours avantageux. Détenir un secret, ça peut toujours être utile. L'histoire de la mort d'Hitler est caractéristique de l'attitude paranoïaque de Staline vis-à-vis de l'Occident. Il ne faut pas leur donner trop d'informations, de preuves. Peut-être qu'un jour cela nous sera profitable de les avoir laissés dans l'incertitude. Ça y est, le mensonge a été jeté à la face du monde. La consternation est générale, car personne n'imagine qu'un mois seulement après la victoire commune, les Soviétiques puissent mentir à leurs alliés sur un tel sujet. Pourquoi? Dans quel but? C'est absurde. Non. Si Zhukov affirme qu'Hitler n'a pas été retrouvé, c'est qu'il n'a pas été retrouvé. Quelques semaines plus tard, Staline, Truman et Churchill se retrouvent à Potsdam, à côté de Berlin pour leur premier sommet de l'après-guerre. C'est l'avenir qui se décide ici dans les discussions entre les trois grands. Et en particulier, l'avenir de l'Europe de l'Est. À ce moment, les désaccords entre l'Union soviétique et les Alliés ne faisaient que s'aggraver en raison de la mainmise soviétique sur les pays d'Europe de l'Est et à cause de la politique soviétique dans les territoires occupés par l'Armée rouge. À côté de ces enjeux, la question du destin d'Hitler est évidemment très secondaire. Pourtant, un conseiller de Truman raconte qu'au cours d'un dîner informel avec le président américain, Staline affirme à nouveau que Hitler est vivant et qu'il se trouve soit en Espagne, soit en Argentine. À Potsdam, les trois dirigeants ont aussi à décider des noms des chefs nazis qui seront sur le banc des accusés dans quelques mois au procès de Nuremberg. Staline vient de le redire. Hitler est vivant. C'est donc lui qui devrait figurer en tête de liste des criminels à juger. Mais curieusement, personne ne le demande. Ni les Américains, ni les Anglais, ni même Staline. Tout est mis sous secret, au cas où un jour on pourrait en avoir besoin. Cela raconte notre pays, l'Union soviétique, dont tout le fonctionnement est régi selon les règles de la police secrète. On surveille, on menace, on fait peur à tout le monde. On peut dire que la décision de Staline de cacher ce qui appartenait à tous les Alliés est le premier pas soviétique vers la guerre froide. Pour Elena, le moment est venu de quitter l'uniforme, de remettre une jolie robe et des chaussures de dame. Quelques photos souvenirs et une dernière visite à Kate, le témoin principal de la mort d'Hitler, toujours retenu au quartier général soviétique. Entre deux interrogatoires, les jeunes femmes ont sympathisé. L'interprète russe et l'assistante dentaire allemande ont le sentiment d'avoir vécu une aventure exceptionnelle, même si elle doit rester secrète. Leur dernière conversation a été très chaleureuse. Kate disait « Moi aussi, je serai bientôt libre. Je vais retourner à Berlin. On pourra se voir avant que vous partiez. Je vous emmènerai chez mon coiffeur. » Mais finalement, ça ne s'est pas fait. La Grande Guerre patriotique a duré 4 ans. Elle a ravagé l'Union soviétique, à laquelle elle a coûté plus de 20 millions de vies. Son mari est mort au combat. Sa fille a grandi et Elena rêve maintenant de devenir écrivain. Mais elle est inquiète. Elle sait qu'elle sait une chose dont le maître du Kremlin a décidé qu'elle devait rester secrète.
Ceux qui avaient participé à l'enquête sur la mort d'Hitler étaient conscients de détenir un secret d'État et ils ne pouvaient se confier à personne. À l'époque, Elena n'en a pas parlé, ni à moi, ni à son père, ni à sa mère. On ne connaissait pas son histoire. De leur côté, les Anglais et les Américains n'ont pas renoncé à connaître la vérité sur la mystérieuse disparition d'Hitler, et ils espèrent encore obtenir l'aide soviétique. Voici une demande de renseignement envoyée par les alliés anglo-américains au commandement soviétique à Berlin. Nos généraux ont fait suivre ce courrier jusqu'à Molotov et Staline et demandent des instructions. Quelles informations sont-ils autorisés à communiquer et peuvent-ils collaborer avec l'enquête anglo-américaine sur la mort d'Hitler? Les archives ont gardé une proposition de réponse positive à cette demande, envoyée par Beria à Molotov. Mais les Alliés, eux, n'ont jamais rien reçu. Il est clair que l'arbitre principal au-dessus de Molotov et Beria, c'est Staline lui-même. Si Staline avait décidé de tout dire aux Alliés, et même de leur montrer ou de leur donner le corps, cela aurait été fait. Mais Staline a décidé qu'il ne fallait lâcher aucune information. Pourquoi a-t-on refusé cette collaboration? C'est une question de haute politique qu'il aurait fallu pouvoir poser à Staline lui-même et pour laquelle on ne trouvera jamais de réponse nette et précise. Le mensonge a fait le tour du monde et les délices de la presse à sensation. On voit Hitler partout, aux quatre coins de la planète. Et les nostalgiques du régime nazi en profitent pour semer le doute. Hitler n'est pas mort, il reviendra pour sauver la Grande Allemagne. Parmi toutes les légendes, il y en a une qui exaspère particulièrement les Britanniques. Les Soviétiques accusent maintenant les Anglais d'avoir favorisé la fuite d'Hitler et de le garder caché quelque part dans leur propre zone d'occupation afin de l'utiliser un jour contre leur allié soviétique. Pour couper court à cette accusation insultante, un jeune historien britannique, Hugh Trevor Hopper, est chargé d'une enquête sur le destin d'Hitler. Les Russes refusent leur aide et interdisent tout accès à la zone de la chancellerie sous leur contrôle, mais Trevor Hopper retrouve et interroge, dans les camps de prisonniers anglo-américains, de nombreux témoins des derniers moments du bunker. En quelques semaines, sa conviction est faite. Hitler s'est bien suicidé dans l'après-midi du 30 avril et son corps a été brûlé par ses gardes. Son rapport est convaincant, mais il n'a aucune preuve directe. Pas de cadavre. Cela ne suffit donc pas pour stopper les rumeurs, toujours plus nombreuses et plus farfelues. Pendant des années, le FBI reçoit des milliers de signalements d'Hitler à travers le monde qu'il lui faut vérifier et classer. Mars 1953. C'est un choc planétaire. Staline est mort. Le guide du communisme mondial, le dictateur sanguinaire, le vainqueur de la Deuxième Guerre, le tyran impitoyable, le chef adulé et haï a disparu. Et personne ne sait ce que va être l'avenir du régime de terreur qu'il a réussi à imposer pendant presque 30 ans en Union soviétique. Sur la place rouge, c'est à Beria que revient l'honneur de prononcer l'éloge funèbre. Le chef des services secrets qui espère accéder au pouvoir suprême, mais qui avant la fin de l'année sera exécuté d'une balle dans la nuque dans une cave du KGB. Deux de ses principaux bourreaux qui disparaissent à quelques mois d'intervalle, peut-être la fin de la peur pour le peuple soviétique. Et pour Elena, toujours détentrice de l'un des secrets de Staline. Après la mort de Staline, à partir de 1953, Elena s'est libérée.
Elle a commencé à parler, à nous raconter ce qui s'était passé et comment elle avait participé aux événements de Berlin en 1945. Mais elle ne pouvait rien prouver. Tous les secrets d'un régime criminel, sur ces rayonnages innombrables, est totalement inaccessible. 10 ans après, la vérité sur la mort d'Hitler est cachée dans des archives que personne n'a le droit de consulter et dans la seule mémoire d'une poignée de témoins survivants. Elena a pu faire paraître une nouvelle. Elle se termine par ces mots. Durant ses jours, dans le bunker, sous la chancellerie, Hitler se suicide. Alors je lui ai demandé, donc ce n'est plus un secret de dire qu'il s'était suicidé. Tu pouvais en parler? Elle m'a dit oui. Comme son véritable destin est resté inconnu, on avait le droit de dire qu'il s'est suicidé en absorbant du poison ou en se tirant une balle dans la tête. On pouvait aussi inventer qu'il s'est échappé en Argentine, déguisé en femme. À Moscou en 1955, Elena a le droit de dire et d'écrire qu'Hitler s'est suicidé. Mais pas plus. Impossible de raconter l'enquête, l'identification des restes, et encore moins le mensonge de Staline. De toute manière, qui la croirait? Où sont les preuves? Parmi les nombreuses versions de la disparition d'Hitler, c'est désormais la thèse du suicide qui a les préférences du pouvoir. Mais pas n'importe quel suicide. L'idée que Hitler s'est empoisonné, c'est beaucoup plus intéressant pour la propagande que s'il s'était tiré une balle dans la tête. Un suicide par balle, c'est quelque chose de courageux, alors que prendre du poison, c'est un signe de lâcheté. Il y a eu le premier mensonge, raconté par Staline lui-même. Hitler est vivant et il a réussi à s'échapper. Puis un deuxième mensonge est venu le remplacer peu à peu. Hitler finalement s'est suicidé, mais en s'empoisonnant, comme un lâche. Cette légende sera répétée, ressassée, et il deviendra totalement impossible de s'en débarrasser. 1965, 20 ans après, l'époque Brejnev. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, le pouvoir soviétique décide de commémorer la victoire. Quand Léonid Brejnev, qui est un véritable ancien combattant, arrive à la tête de l'État, petit à petit, une fenêtre commence à s'entrouvrir pour permettre d'étudier l'histoire de la guerre. Et c'est à ce moment qu'apparaît aussi une petite opportunité de publication pour des chercheurs, mais très limitée. Pour la commémoration des 20 ans de la fin de la guerre, vous imaginez, 20 années sont déjà passées. Donc, en 1965, Elena décide d'écrire une véritable œuvre historique. Comment les choses sont arrivées, ce que les services de renseignement ont réussi à faire. Elena est désormais un écrivain respecté. Mais l'histoire de la mort d'Hitler, ou plutôt l'histoire du mensonge sur la mort d'Hitler, l'obsède. Et elle veut à tout prix réussir à la raconter. Pour que son récit soit irréfutable et permette d'en finir avec les légendes, il doit obligatoirement être basé sur les preuves cachées dans les archives. Après de multiples demandes, elle obtient enfin l'autorisation d'entrer dans l'immeuble interdit. Un accès très encadré pour un temps très limité. Alors Elena recopie frénétiquement tous les documents qu'on lui amène. Elle a rempli 5 gros cahiers. Ce n'est pas elle qui faisait les recherches et elle ne savait pas ce qui était conservé dans ses archives. Il n'y avait pas de catalogue et elle ne pouvait pas non plus se promener dans les rayons pour choisir. Elle devait rester assise à sa place et un officier lui ramenait un dossier après l'autre. L'importance et l'intérêt des documents étaient très variables. Un jour, elle ouvre un dossier dans lequel il y a une liste de différents trophées envoyés de Berlin à Moscou. Le manteau d'Hitler, une broyeuse à papier récupérée dans le bunker, et dans la liste, au milieu des objets, le nom de Kate Oezermann et de plusieurs autres Allemands. C'est comme ça que ma grand-mère a appris que Kate a été envoyée à Moscou, comme un objet.
C'est un choc énorme. Elena se retrouve brutalement 20 ans en arrière, à Berlin, dans la salle d'interrogatoire de l'état-major soviétique. Kate Oezermann, l'assistante du dentiste d'Hitler, le témoin principal, qui a permis l'identification des restes du monstre. La jeune femme joyeuse avec laquelle Elena avait sympathisé. Kate, que les services secrets soviétiques n'ont pas relâchée. Le 29 juillet 1945, à 6 heures du matin, j'ai été transportée en camion avec 7 autres prisonniers à l'aéroport de Berlin. Et nous avons embarqué à bord d'un avion de cargaison pour Moscou. À l'arrivée, on nous a immédiatement entassés dans un panier à salade et emmenés à l'isolement à la prison de la Lubyanka. Ma cellule était très petite, 7 pas de long, et l'eau suintait des murs peints en noir. Elle ne comprend pas combien de temps on va la garder, ni pourquoi. Aucune accusation ne lui est notifiée. Elle est dans une incompréhension totale de sa situation et de la raison de son emprisonnement. Je suis restée à l'isolement pendant 6 ans. Et en août 51, on m'a présenté l'accusation. On m'a accusé d'avoir aidé le système bourgeois à faire durer la guerre, en participant aux soins dentaires d'Hitler. Au cours des séances, j'aurais dû tuer Hitler, par exemple, en lui cassant une bouteille d'eau sur la tête, et ainsi j'aurais sauvé le monde. 6 années d'emprisonnement au secret dans les prisons du KGB, et puis soudain, en août 1951, une accusation absurde et une condamnation sans procès. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mois plus tôt, Abakoumov, l'ancien dirigeant du SMERSH, devenu ministre de la Sécurité d'État, le protégé de Staline, tombe brutalement en disgrâce et est arrêté. En 1951, quand Abakoumov est arrêté, on découvre qu'il y a un certain nombre d'Allemands, des témoins de la mort d'Hitler, qui sont détenus sans même que des papiers d'arrestation aient été établis. Alors on en dresse la liste et on demande à Staline ce qu'il faut en faire. La décision a été de les condamner. On leur a distribué à tous de nombreuses années de prison avec des crimes politiques imaginaires. Comme ça, personne ne dit rien et tout est en ordre. J'ai été condamnée à 10 ans de camp de travail à régime renforcé en Sibérie. Mais ils ont tenu compte des 6 années et demie déjà écoulées. J'ai signé ma sentence. J'étais contente de partir dans un camp avec des camarades de souffrance et de m'échapper de ma tombe de pierre de Moscou. En décembre 1951, Kate quitte Moscou pour la Sibérie dans un wagon à bétail. On lui a rendu sa petite valise de robe d'été, préparée à Berlin quand elle pensait s'absenter pour une semaine. Le voyage dure 14 jours, et Kate raconte que lorsqu'un des prisonniers meurt de froid ou de faim, les gardes ouvrent la porte du wagon et jettent son corps dans la neige. Elle écrit que la norme de travail est très élevée. Je ne pouvais pas l'atteindre. À l'époque, je ne pesais même pas 40 kilos. Je n'ai jamais pu réaliser cette norme et en punition, j'étais privée d'une partie des rations de nourriture. Je n'avais droit à rien le matin ni le soir, uniquement au milieu de la journée. Si je n'avais pas eu une bonne camarade qui travaillait bien et qui partageait ses rations avec moi, je serais morte de faim. Pourquoi a-t-on gardé en prison les témoins de la mort d'Hitler jusqu'en 1955-1956 ? De quoi s'était rendue coupable l'assistante du dentiste, qui a été emprisonnée et condamnée comme tant d'autres? Pourquoi ont-ils été arrêtés par le KGB? Pourquoi ont-ils subi ces longues peines? Kate Oezermann a été condamnée en tant que témoin de la mort d'Hitler. Elle a été emprisonnée en Union soviétique pour que son témoignage n'empêche pas de cacher ce fait historique. Elle a souffert à cause du service qu'elle a rendu à l'histoire. Tout d'abord prisonnière clandestine, puis condamnée pour un crime inventé, Kate est détenue jusqu'à ce jour de 1955, où sa peine de 10 ans est intégralement accomplie. Alors son statut change soudainement.
Nous sommes arrivés le 1er juin à Moscou et on nous a promenés dans la ville en bus. On nous a montré le Kremlin, l'université et plus particulièrement le métro, dont les stations sont toutes décorées artistiquement de façon différente, avec des mosaïques, des peintures, des marbres. Du jour au lendemain, le prisonnier de guerre allemand, condamné à une peine de 25 ans ou un peu moins, passe du statut de prisonnier de l'Union soviétique à celui de touriste étranger. Tout d'un coup, il devient un homme ou une femme libre qui attend le moment du retour vers sa patrie. Et donc, pourquoi ne pas lui faire visiter Moscou pour qu'il parte comme un ami de l'Union soviétique? Alors il pourra dire « Voici la bonté des communistes. Oui, nous t'avons jeté en prison pendant 10 ans, mais maintenant tu es un ami, presque un frère. Vas-y, pars !» Kate rentre en Allemagne par train express, avec couchette, drap blanc et abat-jour en soie. En Union soviétique, les touristes ont l'obligation de dépenser toute leur devise avant de sortir du pays. Avec leurs quelques roubles, les hommes du convoi achètent donc du champagne de Crimée au wagon-restaurant et laissent la monnaie en pourboire au serveur. Jusqu'en 1950, presque 2 millions d'Allemands prisonniers ont été rapatriés d'Union soviétique. Et en 1955, il ne reste plus que quelques milliers de détenus en Sibérie. Kate rentre parmi les derniers. Arrivée à Hanovre, elle téléphone à sa sœur. C'est sa nièce de 19 ans qui répond. Oui, c'est ça. Exactement, j'étais seule à la maison, complètement bouleversée. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aille à la gare. Je l'ai tout de suite reconnue, elle n'avait pas changé tant que ça. C'est moi, au contraire, qui avais dû grandir pendant toutes ces années. Pendant 8 ans, la famille de Kate n'a rien su de ce qui lui était arrivé. C'est seulement 2 ans plus tôt qu'une compagne de camp tout juste libérée a pu informer son frère et sa sœur qu'elle était en vie et en Sibérie. Mais le mari dont elle avait attendu le retour en mai 1945 à Berlin s'était lui lassé d'attendre. Kate avait été déclarée morte et son mari était remarié. Elle s'est tout de suite adaptée à sa nouvelle existence. Rapidement, elle nous a dit de façon très déterminée: « Bon, ce chapitre de ma vie est terminé. Fin. Et maintenant, je commence une nouvelle vie. Je ne suis pas une femme dont le mari est absent. Je suis... aucune idée de ce que je suis. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on est quand on a été déclarée morte? Morte? Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. » À Moscou, le livre d'Elena est publié pour les 20 ans de la fin de la guerre. Cela n'a pas été sans mal. Il a fallu franchir une double censure. Celle habituelle et normale à laquelle chaque livre est soumis en Union soviétique, et puis une deuxième, plus exceptionnelle, la censure du KGB. Le service de sécurité n'a pas trop pinaillé.